Salut, alors aujourd'hui je vous propose de suivre la réparation de cet oscilloscope. Alors le trouble qui affecte cet oscilloscope il est assez évident, il porte sur la base de temps ou la base horizontale de cet oscilloscope. Vous le voyez d'ailleurs, on a un autocollant qui nous informe d'un problème de zoom horizontal. Pour démontrer ce trouble c'est assez simple, il suffit de toucher le réglage de la base de temps et vous voyez, je veux aller vers une base de temps plus courte, vers la nanoseconde par exemple, et il m'a immédiatement envoyé vers 100 secondes par division. Si j'essaye d'aller tout doucement, vous voyez que là, il va accepter d'aller vers une base de temps plus petite. Mais alors, il faut que je tourne tout doucement le bouton, et vous voyez qu'il y a des sauts. Voilà, vous voyez que là, si j'y vais tout doucement et que j'appuie sur le bouton, il va laborieusement me laisser aller vers une base de temps plus courte. Mais si je l'utilise normalement, comme on utilise un oscilloscope tous les jours, simplement en faisant des petits tours, bon, c'est fini. Il compte 1 million de tours dans le mauvais sens et il me renvoie vers du 100 secondes par division. Donc ce problème, vous l'aurez probablement compris, il vient de cet encodeur rotatif. Donc je ne sais pas trop quelle est la techno derrière. Est-ce que c'est des trucs optiques? Est-ce que c'est des contacts électriques qui vont générer 2 signaux carrés déphasés en fonction du sens et dont la fréquence est dépendante de la vitesse à laquelle on tourne? Je ne sais pas encore quelle est la techno, si c'est électrique ou optique. Bref, on verra ça au démontage. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'aller démonter cet oscilloscope, regarder un petit peu comment il est construit, et puis surtout tenter de réparer cet encodeur, en tout cas de le nettoyer, parce que c'est typiquement des choses qui surviennent avec l'âge, à force de tourner. Peut-être que les contacts ont fini par s'user, ou peut-être qu'il y a de la poussière ou un autre contaminant qui vient dégrader le fonctionnement de cet encodeur. Voilà pour le programme. On va commencer par enlever tous les petits boutons de la face avant, parce qu'il est très probable que finalement ce panneau-là se décroche vers l'avant, ou en tout cas peut-être que le front-end et les cartes et les alimes se décrochent vers l'arrière. Alors voilà ce à quoi on accède en démontant le capot. Alors finalement on a tout ici une alimentation à découpage, qui n'est pas fabriqué d'ailleurs par Tektronix, vous le voyez dessus, sur le condensateur électrochimique, là, probablement celui qui contient le secteur redressé, on a du Emerson, donc c'est pas du Tech. Là on a le port USB, probablement pour les imprimantes, ou du Pack Bridge ou ce genre de truc. Et au fond, là, on a ce qui ressemble assez fort quand même à un connecteur PCI. Donc c'est probablement pour connecter une carte d'extension ou d'option sur cet oscilloscope. Ventilateur pour refroidir sur le front-end, pas tellement sur la lime finalement. Alors sur la lime un petit peu, je pense par l'intermédiaire de la façon dont est fichu le boîtier arrière, où on doit avoir une entrée d'air, enfin une sortie d'air par ici, et une entrée d'air uniquement possible côté alimentation à découpage. Donc j'imagine qu'une fois le capot en place, la circulation d'air est faite de telle sorte à ce que ça refroidisse aussi la lime et pas que le front-end de l'oscilloscope. Poussière, mais ça c'est normal, je pense que c'est un oscilloscope qui a bien vécu, et peut-être pas forcément dans des environnements toujours très propres. Et là il va falloir enlever a priori toutes les Torx qui maintiennent le shield, et pour accéder davantage. Alors c'était un petit peu laborieux, mais on y voit plus clair. Le premier constat, c'est que il y a énormément de poussière à l'intérieur de cet oscilloscope. Mais genre vraiment, on dirait un vieil ordinateur des années 90, dont c'est la première fois qu'on fait le ménage à l'intérieur. Donc quand je vois la quantité de poussière qu'il y a là, je suis prêt à croire que les encodeurs rotatifs devant, c'est peut-être juste un problème de contamination. Et non pas un problème d'usure, on va dire. Finalement, ce qu'on a là sur cette carte, c'est toute la partie, on va dire, je pense qu'a priori ici, toute la partie génération des rails d'alim pour la circuiterie numérique. J'imagine que l'alimentation à découpage Emerson va fournir des trucs du style plus 12, moins 12, plus 5,
et puis peut-être du 3.3, et encore peut-être du... Ouais, je ne sais pas si génère du 3.3, mais en gros là on doit avoir toute la gestion de circuiterie locale, peut-être qu'on crée des rails régulés pour l'analogique, on passe de 12 volts à peut-être quelque chose d'un peu plus bas, je sais pas, du plus ou moins 5, créer du 1 volt 8 s'il y a des circuits numériques qui en ont besoin. Donc c'est toute cette partie-là de la carte. Ici, je dirais, finalement, c'est toute la circuiterie numérique avec probablement ici un système on-chip ou un microcontrôleur qui va très certainement gérer l'affichage, la gestion de la face avant, l'interface utilisateur finalement. Ce qu'on a sous les deux radiateurs, c'est très probablement des convertisseurs analogiques numériques, mais un petit peu plus que des convertisseurs analogiques numériques. Je pense que c'est des front-end d'acquisition spécialisés. On voit qu'il y a les puces de RAM autour, les petites puces comme ça. Donc ça c'est les puces de RAM. Là les deux puces en dessous, je ne sais pas trop ce que ça peut avoir comme fonction. C'est peut-être finalement, peut-être que ça ce sont les ADC, peut-être que ça ce sont les pilotes d'acquisition, ce qui va récupérer les samples des ADC pour les stocker en RAM, etc. Et donc il est quand même possible que ce soit uniquement les front-end. Et ça les ASIC d'acquisition. Voilà, on va continuer tranquillement le démontage puisqu'on ne peut pas encore accéder à la face avant de l'oscilloscope. Le petit fil ici, c'est probablement le rétroéclairage de l'écran, c'est probablement du VFD. Donc pour le rétroéclairage VFD, il faut de la haute tension, haute fréquence, qui est probablement générée par l'alimentation Emerson. Voilà, et on va continuer le démontage. Et surtout, on va mettre un coup d'air comprimé sur cette carte pour essayer de se débarrasser de la poussière, parce que c'est un peu... c'est vraiment catastrophique, une carte dans cet état. Alors voilà, la carte numérique est entre mes mains, elle est séparée du reste de l'oscilloscope. Premier constat, ce que je trouve assez incroyable, c'est de se dire que finalement la seule interface entre le front-end numérique, les 4 voies et la carte numérique, c'est ce petit connecteur. C'est assez impressionnant parce que quand on regarde des oscilloscopes Tektronix un petit peu plus anciens, la série des TDS, que ce soit des TDS 500, 600, 700 ou 800, les connectiques qu'il y a entre le numérique et l'analogique, mais c'est monstrueux, c'est des nappes hyper larges, des connecteurs IDC monstrueusement larges, à 2 voire 3 rangées. Et là, on a juste ça. Un beau progrès quand même chez Tektronix. Donc là finalement les signaux qui voyagent là, c'est des signaux numériques pour contrôler les atténuateurs du front-end. Ça va être tous les signaux numériques relatifs peut-être à la détection de overrange ou ce genre de trucs. Et puis les signaux analogiques qui vont être numérisés sur la carte numérique. Là en termes de câble, je pense que ça c'est le câble pour l'affichage vidéo. Ça, c'est le port USB de la face avant où on branche les clés. Et ça, il est très possible que ce soit la face avant de l'oscilloscope avec tous les commutateurs, les potentiomètres, les rotacteurs et compagnie. Donc on arrive au bout. Ça, je vais le mettre de côté. Et puis, on ira souffler un petit peu d'air comprimé dessus. Regardez comme c'est bien construit ces oscilloscopes quand même. J'ai pas à toucher la partie front-end analogique. C'est-à-dire que mon front-end, il est tout ici. Donc probablement que tout ce qui est atténuateur et compagnie, ça reste sur cette carte. Et je n'ai pas à y toucher. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que aller toucher ce genre de cartes, le fait de devoir les enlever, de devoir les remonter, on peut éventuellement, pour des équipements qui montent un peu haut en fréquence, on peut être amené à dérégler ou en tout cas à affecter des grandeurs qui sont couvertes par la calibration qui est établie une fois que l'instrument est complètement remonté et dans son boîtier fermé. En RF, le fait de modifier un couple de serrage sur un connecteur, ça va potentiellement introduire des effets qu'il faudra compenser par calibration. Là, c'est peut-être pas forcément le cas sur un oscilloscope comme ça, mais en tout cas, c'est toujours une bonne nouvelle de ne pas avoir à toucher à la partie front-end analogique. La bonne nouvelle, c'est qu'on a accès enfin, ça y est, à notre face avant avec tous les rotacteurs. Alors, il y a moins de poussière que sur la carte numérique, ça c'est un premier constat. Il est possible qu'elle se soit accumulée de l'autre côté. On va voir, on va continuer le démontage tranquillement, et on va voir si
on arrive à nettoyer un petit peu ces rotacteurs. Ça y est, on touche enfin au but. Voilà la carte. En tout cas, elle est très jolie avec sa finition probablement nickel or. C'est très joli. Alors, on a finalement tous les boutons poussoirs qui sont faits sous cette forme-là. Avec des petites, comment on pourrait appeler ça, un espèce de réseau, un petit réseau d'interstices fait sur le cuivre. Lorsqu'on va venir appuyer sur le bouton poussoir, c'est des boutons poussoirs qui sont avec une petite couche carbonée, donc qui va être conductrice. Et lorsqu'on va venir appuyer, on va venir fermer un contact, en tout cas établir un contact électrique, alors qu'il vaut ce qu'il vaut. En tout cas, on va venir baisser l'impédance entre ces deux points. Et ça, on sait le détecter. Et c'est comme ça qu'on fait les petits switches avec des plots en carbone comme ça, directement sur la carte. Donc c'est assez sexy. Bon, les potentiomètres, pardon, pas les potentiomètres, les encodeurs rotatifs. Bon, il y a de la poussière dessus, vous voyez, là, il y a des petits morceaux de poussière qui volent dessus, donc il est possible qu'ils soient affectés par une contamination. Celui de la base de temps, horizontal scale ici, modéré la poussière. Donc là, l'idée c'est d'utiliser du nettoyant contact, qui est un produit spécialisé pour l'électronique. On va essayer d'en pulvériser un petit peu, et puis on va en même temps actionner le rotacteur. Cette réparation, c'est un gros pari, parce que finalement, on va se dire, oui, le produit va sûrement nettoyer les contacts, on va nettoyer l'air comprimé pour sortir un maximum de poussière, et puis on va intégralement remonter l'oscilloscope, et on aura notre réponse, finalement, que lorsqu'on aura remis toutes les vis, remonté toutes les cartes, et sinon, ça veut dire qu'il faut encore tout démonter pour essayer, pour finalement changer carrément l'encodeur rotatif, trouver sa référence soit directement sur le boîtier, soit en inspectant le Component Level Information Package, ou le manuel de service avec une BOM. Donc, petite réparation un petit peu couillue, on va dire. A few moments later. Bon, le compresseur a bien fait son taf. Toutes les cartes et les parties mécaniques de l'oscilloscope sont maintenant propres. Il n'y a plus de poussière, en tout cas il y en a beaucoup moins qu'avant, à la fois sur la carte numérique et sur la carte avec les encodeurs rotatifs. J'ai remarqué un truc, c'est ça, ce petit truc-là, là. Vous voyez ça? Ça, c'est un patch filaire, ça. Donc ça arrive même chez Tektronix de faire des patchs filaires sur des oscilloscopes de grande série qui se sont vendus probablement à des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde. C'est peut-être une révision, une ancienne révision de la carte, que ça a été peut-être corrigé depuis. Mais en tout cas, on a un magnifique patch filaire qui n'est pas maintenu par de la colle d'ailleurs. Donc j'y suis allé mollo au compresseur. Même si j'imagine que c'est un petit peu limité les risques d'arracher ces fils, mais quand même, on ne sait jamais. Donc on va utiliser le produit, le nettoyant contact spécialisé, là, solvant électronique, et on va prier très très fort pour que ça résolve notre problème. Voilà. Alors le produit en question, c'est un produit de chez WD-40, nettoyant contact. C'est pas indiqué clairement ce qui est contenu dans le flacon, hein, comme la plupart du temps sur les produits WD-40. Il n'y a pas trop d'infos. Mon hypothèse, c'est que c'est de l'alcool isopropylique vendu beaucoup plus cher que ce qu'il ne devrait. Mais en tout cas, ça fait le taf, ça laisse pas de résidus sur les cartes. Et j'ai suffisamment confiance dans ce truc pour l'utiliser sur une carte un petit peu sensible. J'ai déjà utilisé ça dans d'autres contextes, hein, des vieux instruments HP. Un analyseur de distorsion, un 339A, dont tous les trucs de face avant, c'est des contacteurs rotatifs où ça s'était oxydé, ça s'était un petit peu usé, sali, avec de la graisse et tout. Et ça a fait le taf. Donc j'espère que ça va faire le taf aussi sur cet oscilloscope.
Alors je me suis un peu interrompu dans le remontage et je n'ai pas remis toutes les vis. Par contre j'ai remis l'essentiel des vis qui assurent une fonction mécanique importante ou on va dire électrique essentielle sur le châssis. Parce que je veux savoir en fait si ça marche. Parce que si jamais je dois tout redémonter pour changer le rotateur, bon, si je peux m'économiser quelques vis, c'est pas plus mal. Donc c'est parti, on va mettre sous tension. Déjà, oh, oh. Bon, déjà la lime semble ok. Alors c'est un oscilloscope qui est très long à démarrer, malheureusement, hein, malgré son apparence récente. Bah, ça c'est un peu un vieux coucou, donc il met 30 ans à démarrer. Alors c'est d'autant plus stressant, hein. On trouve le temps très long quand on fait redémarrer un oscilloscope après l'avoir réparé, parce qu'on se demande s'il est en train de planter ou de démarrer. Bon, ça fait long là, mais... oui. Copyright Tektronix, font Ryobi Imagix. Est-ce que c'est la police d'écriture qui est utilisée? Et ils ont copyrighté la Ryobi. Ah! Excellent. Allez, dis-moi que le test passe. Allez, c'est bon. Du coup, alors par contre, il y a toutes les voies d'activer. Ok, soit. Et ben c'est parti, on va tester. On va se garder la voie 1, on va désactiver le reste là. Hop. Allez, base de temps. Et ben on est bon. On est bon. Là, en tout cas, dans ce sens-là, c'est bon. Et dans l'autre sens, le sens qui déconne, il n'y a pas de souci. Vous voyez que c'est en train de changer sans problème la base de temps. 400, 2, hop. Là, je peux dézoomer un maxi et je peux zoomer un maximum, même en agissant très vite, finalement, sur l'encodeur rotatif, comme une utilisation normale d'un oscilloscope. Donc c'est pas mal. Bah, le produit magique, WD-40, finalement, ça fonctionne vraiment. Alors je pense que bah, du coup, pour là, ça marche aussi. La base verticale pour la voie 1, base verticale pour la voie 2, base verticale 3, et compagnie. On est tout bon. C'est une réparation rondement menée. Et ben, il ne me reste plus qu'à remettre toutes les vis. Et on va surtout enlever ça en fait. Le petit truc, problème de zoom horizontal. Et ben non, il n'y a plus de problème horizontal. C'est fini. Voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre une dernière fois le produit si jamais ça vous arrive. Je suis pas sponsorisé hein, par WD-40, faut pas déconner. De toute manière, WD-40 ne sait même pas que j'existe. Donc il n'y a pas de placement au produit, c'est juste une recommandation d'un client satisfait, on va dire ça comme ça. Donc voilà, en cas de problème sur des contacts des rotacteurs, ce truc marche assez bien. Ma petite recommandation perso, c'est après, il ne faut pas hésiter à nettoyer le circuit imprimé avec de l'alcool ISO. Comme ça, il n'y a pas de résidus. J'ai l'impression que c'est quand même un tout petit peu gras. Donc un nettoyage à l'alcool ISO avec du sopalin, c'est aussi recommandé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et ben, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à une prochaine.